ce moment-là, on voit l'eau qui monte, on entend les filles hurler. Et moi, je savais que j'allais pas pouvoir aller sauver tout le monde. Tous les gens hurlaient et on savait que les gens mourraient. J'ai vu ma mère et mes enfants qui flottaient sans vie, quoi, les corps sans vie. Il y avait tellement d'eau qui rentrait dans cette maison, vous étiez entraînés, il fallait rester accroché. Il y avait des tourbillons par terre, il y avait des tourbillons partout. Je me suis allongée sur ce matelas, j'ai mis mes mains vers le haut, j'ai levé la tête et j'ai attendu mon moment en fait. Et après, j'ai plus vu maman. J'ai compris qu'elle s'était noyée. Au fond de moi, je savais que tout le monde était mort et que j'étais la survivante. Sans mon père, je serais plus là aujourd'hui. Là, franchement, on a échappé à la mort. On a acheté la maison en 1996. Nous, on a été attirés au départ par le cadre et puis aussi le prix. On a toujours été habitués à vivre pas loin des marais, pas loin des digues. Et pour nous, c'était un environnement quotidien, et voire presque pas rassurant, mais c'était un environnement habituel pour nous. On habitait à Pissotte, en Vendée. Puis on a construit une maison, une petite maison de vacances, sachant qu'il y avait plein de maisons dans cet endroit-là. Mes parents venaient de construire une maison de vacances, donc on décide de partir un week-end dans cette fameuse maison de vacances, donc avec ma grand-mère qui vivait avec nous, mes parents et mes deux frères. On s'ennuyait jamais à la maison. 4 enfants, je vous laisse imaginer, il y a toujours de l'ambiance à la maison. Moi, j'avais de la chance, j'étais la seule fille, donc j'étais la princesse à maman, la princesse à papa et la princesse de ses frères. Donc j'ai eu une très belle enfance. La journée déjà du 27 février, c'était une journée très très belle, agréable, il faisait doux. On se préparait, moi je me préparais à reprendre le travail, c'était la fin des vacances. Il y avait encore quelques vacanciers dans le lotissement. Alors ce jour-là, il y avait mon fils, mon petit-fils et ma belle-fille. Les enfants venaient d'acheter un appartement, donc ils nous laissaient le petit le temps de 8 jours, ou si c'est pas 15 jours, le temps de refaire la chambre. Mes enfants sont venus parce que en fait c'était la période des vacances scolaires de la région parisienne. Pauline, elle avait 6 ans et Maxence, il avait 3 ans. L'après-midi, on a été se promener sur la plage. Effectivement, ce jour-là, il faisait très très beau, il y avait un beau soleil. On devait passer le week-end dans cette maison, puis le lendemain repartir vers Bordeaux pour aller se promener un petit peu avec les enfants. C'était une journée ordinaire. On ne savait pas qu'il allait se passer un drame, quoi, dans cette petite ville paisible, quoi. Ce soir-là, on est parti au restaurant. Et donc là, on nous a dit que ça allait être en vigilance rouge le soir. Mais comme M. Maratier, M. le maire, était aussi au restaurant, on s'est dit, en fait, ça ne peut pas être important puisque lui, il est là. Donc, on est rentré après confiant. Alors, quand on rentre du restaurant, on allume la télé. On nous a dit qu'il fallait rester à l'abri et de ranger tout ce qu'il y avait, tout ce qui pouvait s'envoler et puis partir avec la tempête. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a mis les voitures à l'abri et puis on a tout rangé. Et avant d'aller se coucher, on a regardé par la fenêtre de la salle de bain, tout était calme. Et aller se coucher tranquille, on s'est dit ce sera une tempête comme il y a habituellement en Vendée. Et puis vers 3h, 1h du matin, j'entends du bruit inhabituel, particulièrement dans les toilettes, donc je suis allée voir au water. Et il y avait des arrivées d'eau que je ne sais pas, qui venaient de la chasse d'eau. Et puis je suis allée dans la salle à manger, là j'ai vu qu'il y avait de l'eau qui arrivait dans la salle à manger, dessous les portes fermées et les volets. Je me suis dit qu'on avait encore une fuite, parce qu'on a eu des fuites l'année précédente. Et puis après j'ai compris que l'eau venait de l'extérieur.
Donc je suis allée réveiller mon mari en lui disant « Écoute, lève-toi, il y a un problème, il y a de l'eau qui rentre dans la maison ». Donc mon mari est arrivé et a dit « Mais il y a eu un gros problème de digue, je pense que la digue n'a pas tenu, ça va mal se passer, on est fichu ». L'eau montait à une vitesse terrible. Je suis allée chercher le petit qui était dans la chambre d'à côté. Je l'ai ramené, je l'ai mis dans les bras de mon mari. Et puis je me suis dit, il faudrait qu'on essaie de sortir de cette maison. Il y avait des fenêtres. Comme c'était des volets en bois, impossible de pousser les volets. Donc on était coincés dans la maison. Et quand j'ai ouvert la porte en face, la cuisine a éclaté. Et là l'eau est arrivée à grande vitesse. Alors on a essayé d'appeler les enfants à l'étage, ça ne répondait pas. On a essayé d'appeler les pompiers, ça ne répondait pas. On n'avait pas de réseau. Et puis après, ça a été très très vite. En fait, c'est notre fille, c'est Sandrine, elle ne dormait pas très bien. En fait, elle a entendu glouglou. Et donc, elle est venue nous réveiller. Elle nous dit, papa, maman, j'entends glouglou. Elle dit, c'est bizarre quand même. On suppose que c'est entre 3h30 et 4h du matin. Moi, j'ai entendu une des filles crier, je ne savais pas si j'avais rêvé ou quoi. Et des portes claquer, des bruits bizarres. Donc on se lève et dans la chambre, il y avait peut-être 2 cm d'eau. Puis là, on ouvre la porte et là, c'est un déluge d'eau. Un déluge d'eau qui arrive, des bûches de bois qui nous frôlent. Et on entend un bruit énorme, des craquements. On entend c'est effrayant, effrayant. Et là, on entend au fond, on entend le bruit de nos filles qui hurlent. Et puis, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, tous les deux, tout de suite, on se précipite vers la porte pour rejoindre les filles. Et là, impossible d'ouvrir la porte. On avait déjà 1 mètre d'eau dans la chambre et la pression faisait qu'on ne pouvait pas ouvrir la porte. Et donc je tire la porte. Et là, à ce moment-là, on voit l'eau qui monte, on entend les filles hurler. On comprend que on se regarde tous les deux, on se dit c'est terminé, on va mourir. On savait qu'on allait mourir, on était persuadés qu'on allait mourir. Là, on se regarde tous les deux. Et puis, j'ai vu dans son regard la mort. Et puis je lui ai un électrochoc, je lui ai dit, il faut qu'on arrive au moins à en sauver une. Parce je savais que j'allais pas pouvoir aller sauver tout le monde. Quand je suis arrivée dans le salon, parce que j'étais faire dans la chambre de l'oxygène pour mon mari, tout flottait. J'avais les canapés qui flottaient, tous les meubles commençaient à flotter. La table commençait à flotter, la table de salle à manger qui était une table rustique. Des canapés 3 places en cuir qui n'avaient même pas 3 mois, elles se mettent à flotter, c'est quand même assez effarant. Hein. Je pense que mon mari et moi, on n'a pas paniqué. Parce qu'il y avait un enfant quand même, je suis désolée, il n'y a pas eu de cri. Ça s'est passé c'était dans un calme. On a été calme parce qu'il fallait préserver ce petit quand même, ne pas le paniquer. Je suis allée me réfugier dans la cuisine parce que dans la salle à manger, tout flottait. Moi, je commençais à avoir de l'eau à la poitrine. Et c'est là que je me suis accrochée, je ne sais pas comment je suis montée, sur la poignée qui était quand même assez haute de la porte et je me suis accrochée à la porte de la cuisine. Et on voyait très bien dehors parce que c'était la pleine lune. On voyait ce qui se passait dehors. Et j'ai vu des trompes d'eau qui arrivaient à une vitesse, je ne vous dis pas. Et impossible de sortir, impossible de monter à l'étage parce qu'on aurait été éclaté sur les murs. Moi, j'avais qu'une idée, c'était d'essayer de monter le maximum le petit. On était dans l'urgence, l'eau montait, donc il fallait qu'on s'en sorte. On ne pouvait pas aller dehors, donc on était coincés. Il y avait nos voitures qui étaient devant. Je me suis dit, on va peut-être pouvoir aller dans les voitures. Et non, l'eau arrivait, montait très vite au niveau des voitures. Hein. Même moi, sur la poignée, j'en avais à la poitrine. Et puis il y avait tellement d'eau qui rentrait dans cette maison, vous étiez entraînés, il fallait rester accroché. Il y avait des tourbillons par terre, il y avait des tourbillons partout. Donc je m'accrochais avec le petit, je m'accrochais à cette porte d'extérieur en me disant, mon Dieu, je ne peux pas lâcher. Hein. On n'était pas maître de soi, voilà.
Moi, je suis sortie du lit et on avait déjà de l'eau sur le sol et j'ai glissé. J'ai glissé et je me suis cassé l'épaule. J'ai dit à mon mari, je crois que je me suis cassé l'épaule. Bon, mais lui, il ne s'est pas inquiété, c'était pas son problème. L'eau entourait la maison et commençait à rentrer dans la maison. Je dis, mais on va sortir par où en fait? En fait, en quelques secondes, on est passé de 50 cm à 1,20 m. Donc mon mari il se dit, si on reste là, on est coincé parce qu'on ne sait pas du tout jusqu'à combien de mètres va monter l'eau. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu un peu d'eau par terre. Et à ce moment-là, il y a ma mère qui est venue nous réveiller. Mon père qui nous a dit d'aller dans la chambre de Camille. Voir mes deux parents comme ça, stressés, c'était la première fois. Donc je commençais un peu à avoir peur, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. On ne savait pas quoi faire, quoi. On était là, regroupés en famille. Moi, j'étais là pour rassurer un petit peu mes enfants, les protéger ma mère aussi. Et puis essayer de faire tout pour trouver une solution, comment faire pour sortir de ce piège. Ma femme, effectivement, elle a appelé le secours, a vu la situation, l'eau qui montait. 112, ambulance pompier, bonjour. Et les secours, ils lui ont confirmé de rester dans la maison et d'imaginer comme si on était dans une piscine, quoi. Et qu'il ne faut surtout pas sortir de la maison. Ma mère nous a dit de rester sur le lit et on attendait en fait. On attendait, je me souviens qu'il faisait noir et il faisait froid. Mon père était stressé, ma mère était stressée. Je me souviens de ma grand-mère qui criait, mon petit frère qui pleurait. Moi je pleurais et en fait j'attendais juste de me dire quand est-ce que c'est fini en fait. C'était un stress, une angoisse de mort énorme, surtout pour mes enfants. Et sachant à ce moment-là, ce que je me disais au fond de moi, j'espère que je vais mourir avant mes enfants. J'espère que je ne vais pas voir mes enfants mourir devant moi. C'était mon seul souhait. Et là, à ce moment-là, on voit l'eau qui monte, on entend les filles hurler. Voilà, on était épuisés. Je me suis remis à essayer de tirer la porte, J'étais épuisé. Et puis, il y a eu à un moment donné un déclic. J'ai mis mes deux pieds de chaque côté du montant de la porte et j'ai eu une force surhumaine que je ne sais pas comment on peut avoir une force comme ça. Et j'ai réussi à entrouvrir un peu la porte et là, l'eau a commencé à filtrer. Et là, la pression a commencé à baisser. On a pu progressivement ouvrir la porte et là, on a pu rejoindre les filles dans leur chambre. On s'est rejoint avec les filles dans le couloir, on s'est mis sur un lit mezzanine. Elles avaient encore le portable, elles ont appelé les secours, mais bon, de toute façon, c'était complètement saturé. Et on a attendu, mais l'eau continuait de monter. Je redescends, je vais chercher des couvertures. Et puis moi, j'ai avancé, là c'était apocalyptique, on voyait tout. J'avais vu le frigo qui était au fond, qui était encastré contre le mur. J'ai récupéré mon chien qui essayait de nager. J'ouvre la fenêtre de la salle de bain parce que je me suis dit, bon, il y aura peut-être moyen de s'échapper au cas où. Je reviens avec les couvertures. Et puis sur le mur, visuellement, je me fais une petite marque. Je me dis dans ma tête, si l'eau remonte, dépasse cette marque, il faut qu'on parte. Et en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure, du coup, l'eau, quand elle est arrivée au lit mezzanine, il a fallu qu'on saute dans l'eau, quoi. Et moi, je ne sais pas vraiment nager, donc ils ont sauté tous les trois avant et ils m'ont dit vraiment, ils ont relayé en disant il faut que tu sautes, il faut que tu sautes. Et on n'avait pas pied, donc il fallait savoir nager. Et donc j'ai sauté, je me suis accrochée à mon mari. On est allé dans le couloir et on avait juste de quoi respirer la tête. J'ai ouvert la fenêtre de notre chambre. Et là, c'était juste à niveau. Je ne savais pas nager. Et c'est là que je dis à mon mari, je dis, attends, tu te rends compte, j'ai l'épaule cassée et tout. Il me dit, on s'en fiche, il faut nager. Ben oui, mais... Donc, en fait, on a tous sauté dans l'eau par la fenêtre. On n'avait plus pied. Donc, mon mari a pris Pauline et Vincent a pris son fils, Maxence. Ma fille a dit à mon mari, il dit, tu tiens bien Pauline, il ne faut pas la lâcher. Et c'est vrai que là, on n'avait qu'une peur, c'est qu'on perde un des enfants parce qu'on ne les aurait pas retrouvés.
J'ai quand même qu'il la serrait tellement fort qu'elle avait mal aux côtes. Notre problème à nous, en fait, c'est qu'on avait pas pied et il n'y avait pas assez d'eau non plus pour qu'on puisse monter sur le toit. Déjà, l'eau elle est froide et on était trimballés dans les vagues et on ne savait même pas où on allait. On s'écorchait les pieds et tout. En fait, on avançait dans l'eau sans savoir où on allait. Et là, ma fille, elle me dit « Maman, on va mourir ». Alors je dis ben oui Sandrine, je dis qui veux-tu qui vienne nous sauver? On est tous les 6 là en pleine nuit dans l'eau. Je dis plus personne ne peut venir nous sauver. On commence à nager dans le couloir. Et là, il faut affronter tout qui flotte, les portes, tout, il y a tout flotte, tout nous gêne pour avancer. On avance. On voit l'eau monter au fur et à mesure. Au niveau du plafond, on avance. Et puis je savais, dans ma tête, j'avais vu qu'il y avait une penderie à l'entrée qui commençait à tomber. Et je me suis dit, si la penderie tombe, on est coincé, on ne pourra pas sortir. Elle bloquera la porte, on ne pourra pas sortir. Donc il fallait perdre aucune seconde. On avance. On arrive au niveau de l'entrée. Charlotte me dit, papa, je suis épuisé, le chien, je ne peux pas porter le chien. Je lui dis, laisse le chien. Il ne faut pas perdre de temps. J'arrive à faire sortir tout le monde. On sort tous ensemble de la maison. Et puis là, on se retrouve dehors. Quasiment, on est passé une extrémité au niveau de la porte. Et là, l'eau déjà arrive à la première rangée de tuiles à l'extérieur de la maison. Et donc là, on arrive à atteindre le toit. Alors, on se met tous au niveau de la cheminée et à plat ventre sur les tuiles. Et puis, même sur le toit, je me suis dit, c'est pas possible. L'eau commençait à continuer à monter. Et là, on attend. Dans le grenier, j'avais mis en place un endroit avec des planches. Donc, je décide de retirer les tuiles à l'endroit où il y a le petit grenier. On se réfugie dans ce petit grenier. Il y avait des planches. On sentait l'eau qui suintait au niveau des planches. On sentait l'eau qui était juste en dessous, qui suintait. Et là, dans le grenier, on s'est organisé. Toi, tu as trouvé des vêtements? Oui, c'est un costume d'Halloween de mes filles. J'ai mis. Et on a trouvé des pulls tricotés main, en plus des grands-mères qui avaient tricoté ça pour les filles. Donc des pulls bien chauds. Donc elles ont pu mettre ça, chacune un pull bien chaud. Et mon mari, il fait du surf, donc il a retrouvé une vieille combine qu'il a pu mettre. Et les filles, après, pas de pyjama, ils ont fini par sécher. Hein. De toute façon, au bout de plusieurs heures, on était pieds nus. Et puis on essayait de rigoler. Je pense que dans des moments comme ça, difficiles, il faut un peu d'humour. Mais c'est vrai qu'on a organisé, déjà sur les 4-5 mètres carrés, on avait déjà réorganisé une petite vie. J'avais déjà construit une petite trappe pour nous éviter d'avoir de la pluie. Quand on avait retiré les tuiles, on a mis en place des toilettes. Et c'était curieux parce que d'entrée, on se réorganisait. On ne savait pas ce que demain allait être, hein. Vraiment, on n'avait plus rien. Après, on était tous les cadres, on était en vie. C'était le plus important. Ce qui a été très très dur en fait dans la nuit, c'était quand le vent s'est arrêté. On a entendu tous les hurlements. Tous les gens hurlaient. Et on savait que les gens mouraient. Et ça, c'était très très dur. Très difficile. C'était sans doute le moment le pire de la nuit, d'entendre les hurlements. On est tous les 6 dans cette chambre et l'eau monte très rapidement. Très rapidement, je me souviens que mon père a essayé des tentatives pour casser le plafond, d'empiler une table de chevet, d'essayer de monter sur une armoire. Mais c'était pas possible. L'eau, elle a enlevé tous les meubles, elle a déplacé tous les meubles dans tous les sens, quoi. J'ai serré mes enfants et j'ai essayé de les rassurer pour dire voilà, on va s'en sortir, on va s'en sortir. Mais au fond de moi, je savais qu'on allait mourir. Ensuite, j'ai un trou noir et je me souviens juste que mon père est parti. Il nous a dit qu'il arrivait, qu'il allait essayer de passer par le toit pour venir nous chercher. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je voyais plus ma grand-mère. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'elle était morte. Et quelques secondes après, je vois plus Camille non plus.
je vois plus Camille, mais ça m'a pas alertée plus que ça, parce que je me suis dit que Camille avait dû suivre mon père. Parce qu'à l'époque, Camille était très proche de mon père, il aimait bien bricoler, il aimait bien jardiner, et c'est aussi les passions de papa, donc ils étaient souvent ensemble. Donc je me suis dit que comme c'était le grand frère, c'était l'aîné, il a suivi papa pour aider, et je ne l'ai pas vu en fait. Et je me souviens d'être dans cette chambre avec ma mère et mon petit frère. Ma mère qui nous disait de rester sur ce matelas, elle qui se tenait au bord. L'eau était déjà vraiment beaucoup montée. Les 3/4 de la pièce étaient déjà inondés. Il n'y avait que ce matelas qui nous maintenait en vie en fait. Ce matelas qui a fait un peu comme une éponge dans l'eau en fait. Et là, je me souviens qu'il y a eu un courant d'eau. On est tombé du matelas et j'ai essayé de remonter sur ce matelas. Je sais plus à quel moment j'ai plus vu Ismaël, mais après j'étais toute seule avec maman. Elle essayait de me rassurer, de me dire de pas avoir peur, que papa il allait arriver, les secours aussi. Et après l'eau est montée, il nous restait à peine 4 cm du plafond. Maman me disait de maintenir ma tête comme ça et de respirer. Et après, j'ai plus vu maman. J'ai compris qu'elle s'était noyée et j'attendais mon moment en fait. Je me suis allongée sur ce matelas où de base j'étais assise. J'ai mis mes mains vers le haut, j'ai levé la tête et j'ai attendu mon moment en fait. Voilà. Je suis sortie par la fenêtre et je suis montée sur le toit pour aller vers la chambre où il y avait mes enfants. Avec les tuiles, j'ai cassé pour élargir un trou pour pouvoir descendre dans la chambre, quoi. Et là, j'ai vu l'horreur, quoi. J'ai vu ma fille, elle était là en hypothermie et je l'ai soulevée pour l'extraire de ce froid, pour la mettre à l'abri dans la laine de verre pour essayer de remonter un petit peu la température de son corps parce qu'elle était vraiment en hypothermie, moi aussi. Et puis j'ai vu ma mère et mes enfants qui flottaient sans vie, quoi, les corps sans vie. Là, c'était la vie qui s'est arrêtée, quoi. J'ai arrêté de penser, j'ai arrêté de réfléchir. C'est la pire chose que j'ai eue dans ma vie, quoi. C'est voir ses enfants mourir devant ses yeux. On a agi peut-être 10 minutes, puisqu'après on est allé chez les voisins. On a frappé chez les voisins, donc ils nous ont ouvert la porte. Donc tous les 6, on est rentrés chez eux. Ma fille a vu un canapé qui flottait, puisque tout ce qui était sinon était dans l'eau. Donc elle a installé les 2 enfants sur le canapé, et moi je suis allée dessus aussi. Et mon mari, ma fille et son compagnon sont restés dans l'eau. Ce soir-là, on était tous en pyjama polaire et pieds nus. On est tous gelés. On est restés comme ça 2 heures à attendre. Maxence, je crois qu'il s'endormait. Donc Sandrine lui donnait des claques. Elle dit, il ne faut pas qu'il s'endorme parce que s'il s'endort, il va à froid. Mon mari, petit à petit, en fait, il se tétanisait. J'avais peur pour lui parce que, en fait, on voyait que ça n'allait pas. Il répondait plus, il était tout rouge. Je pense qu'il devait être en hypothermie. Et ça commençait à gagner le cerveau, en fait. On avait beau l'appeler Gérard et tout, il ne répondait plus. Moi, je lui disais, Gérard, tu ne vas pas me laisser, hein. On n'avait qu'une peur, je crois que c'est qu'il décède. Ouais, on n'avait qu'une peur, c'est qu'il décède. Il faisait très très froid. Je ne sentais plus mon corps, on ne sentait plus rien. À un moment, mon mari qui était dans la salle à manger est venu se réfugier dans la cuisine. Et puis tout d'un coup, il a dit, je me sens pas bien. Et puis j'ai compris ce qui se passait, hein. J'ai vu qu'il n'était plus là, hein. Ouais, il s'est vu disparaître et moi je pensais qu'on allait disparaître aussi, hein. C'était clair, net et précis à ce moment-là, hein. J'ai pas eu de dernier instant avec mon mari puisque mon mari est venu se réfugier avec nous. Mais moi j'étais collée à cette porte de cuisine sur l'extérieur. Donc voilà, donc il n'y a pas eu de derniers instants. Je suis restée avec le petit, on avait très froid. Et puis le petit m'a dit j'ai froid et puis je me sens pas bien. Le petit a dit Nani j'ai froid et puis voilà, ce qui s'est passé c'est que il m'a quitté, il était dans mes bras et il était violé.
Quand le petit est décédé, je l'ai mis derrière la porte de cuisine parce que c'est compliqué, je connais les lieux. Je savais qu'il y a la marée qui monte et la marée s'en va. Je l'ai coincé derrière une porte pour pas qu'il reparte avec la mer. Mon mari était plus lourd, donc je n'ai pas fait ça. Et puis je me suis dit, j'ai coulé, qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi continuer à vivre dans ces conditions-là? C'était pas la peine. Donc je me suis, j'ai essayé. Mais le problème, c'est qu'on a des ressources telles que systématiquement, je donnais des coups de pied pour remonter. Mais ça, c'était involontaire. J'avais pas envie de vivre, je ne voulais pas vivre, puisque de toute façon, pour faire quoi? Je voyais bien qu'il y avait de l'eau partout et que je ne pouvais pas m'en sortir. Dans cette nuit du 27-28 février, ce qui s'est passé, c'est que la digue n'a pas tenu. Toute la partie de la faute où on habitait, donc ce qu'ils appellent la cuvette de la mort et puis les blottissements d'à côté, ont été ravagés. Tout ce pôle-là était inhabitable, ça concernait un peu plus de 600 maisons. C'est long d'attendre les secours. Il devait être 6 heures. Les sauveteurs sont arrivés. On est soulagés, on se dit ça y est, ils arrivent. Ils ont pris mon mari en premier et les enfants. Et après, tout le monde est monté dans le Zodiac. Mon fils et ma belle-fille, d'après ce qu'il m'a dit, n'ont rien entendu. À 7 h du matin, je crois, ou un peu avant, c'est ce qu'il m'a dit, il a entendu du bruit et il a vu qu'il y avait de l'eau à la moitié des escaliers. Donc là, ça a été la grosse panique. Et il a essayé de nous rejoindre. Et il m'a trouvé, parce que j'avais un auvent, pour aller dans le garage, il y avait un auvent, et il m'a trouvé sur un des piliers de l'auvent avec son chat, qui hurlait autour de moi. Et moi, j'étais dans le coma à ce moment-là. Je sais que mon fils m'a monté à l'étage, où j'ai eu des problèmes cardiaques. Donc il a appelé au secours. Comme la caserne des pompiers de l'Aiguillon avait inondé aussi, ils n'avaient rien. Ils n'avaient plus de camions, ils n'avaient plus de bateaux. Donc on a vu un premier marin avec une petite barque et on s'est dit, mais ils vont sauver les gens avec ça. Et au petit matin, on a vu un pompier qu'on connaissait bien. Il était persuadé qu'on était mort. Il avait les yeux rouges. Et il arrivait avec sa barque. Épuisé, il était épuisé, il arrivait avec sa barque. Il a vu nos têtes. Il a vu nos têtes. Puis il s'est dit, c'est bon. Donc là, on a embarqué dans le Zodiac. On est parti au niveau des tuiles. On naviguait dans le lotissement, passait par-dessus les voitures, par-dessus tout. On est passé près des maisons pour voir s'il y avait encore des survivants. Vous êtes combien? Vous êtes 5? Il y a des alphas avec vous? Non? Ok. Ah, c'est là-bas. On arrive, hein, c'est bon. Je dirais que c'était aux alentours, oui, de peut-être 10 heures. Il pleuvait pas, rien. Il faisait beau. Il y avait des hélicoptères, enfin il y en avait un qui tournait et il venait chercher les gens en fait. Mais il me semble que c'était les sapeurs-pompiers qui sont venus, ils nous ont emmenés dans leur barque pour aller dans une salle des fêtes. Et on est arrivé à la salle de sport de l'Aiguillon. Et là, c'était apocalyptique. Ils prenaient notre nom, notre adresse et ils notaient. Donc, et là, on a vu l'ampleur vraiment de ce qui s'était passé, quoi. On avait tous les pieds nus, pyjama, les pieds coupés, parce que on avait des plaies partout en fait. Parce qu'avec tout ce qui flottait, les tuiles qui étaient tranchantes, tout ce qui flottait, on avait des plaies partout. En fait, dans la salle, il y avait deux types ceux qui avaient perdu leur maison, qui avaient eu 1 mètre d'eau, 80 cm d'eau, et puis ceux qui avaient survécu. On reconnaissait tous ceux qui avaient survécu, on les reconnaissait tout de suite. Et c'est vrai que pour nous, par exemple, quand on a été aux différents enterrements, on savait très bien qu'on aurait pu, ou l'un de nous, être dans les cercueils. On est tous un peu comme des zombies, quoi. Alors à l'entrée, il y avait un carton de vêtements pour que les gens puissent s'habiller. Puis
Je vois 2 personnes, un monsieur avec sa petite fille. Ils sont très mal. Non, non, non. Puis je me dis qu'ils ont sûrement perdu quelqu'un, leur famille. Je les connais pas, mais ils se parlent pas. Il y a beaucoup de bénévoles qui viennent les voir. Ils sont assis par terre, et ce qui me choque d'ailleurs, ils sont par terre, tous les deux, et petite fille, je crois qu'elle a 8 ans. Je vois des gens qui pleuraient, des gens qui étaient au téléphone, qui essayaient d'appeler sans doute leur famille. Mon père était triste, mais en même temps, il parlait pas. Et moi, j'étais au milieu de ça, silencieuse. J'avais pas les mots. La seule question que je demandais, c'est est-ce que maman est morte? Parce que le fait de ne pas avoir vu son corps, j'ai eu un espoir. Je croyais peut-être qu'elle était encore vivante, mais au fond de moi, je savais que tout le monde était mort. Et que j'étais la survivante. Et tout ça grâce à mon père. Sans mon père, je serais plus là aujourd'hui. J'étais en quelque sorte une personne sans cerveau, sans cœur, sans rien du tout, quoi, sans vie. J'avais la tête ailleurs, je ne savais pas exactement ce qui se passe, ce qui s'est passé. J'étais perturbé, quoi. Je ne savais pas, je suis resté mutique pendant plus d'1 heure. L'atmosphère était spéciale quand même. Ils ont demandé s'il y avait des blessés, donc j'ai dit que moi j'avais sans doute mon épaule cassée. Donc je suis allée avec eux, j'ai été conduite à l'hôpital de La Roche. On m'a emmenée au gymnase où il y avait tous les gens qui avaient été sinistrés, mais moi j'étais dans le coma, je ne me rappelle pas ce qui s'est passé. Il paraît que je parlais, quand on m'interrogeait, je répondais. Moi, le seul souvenir que j'ai, c'est que ma sœur m'a parlé, je lui ai dit « Qui êtes-vous, madame ?» C'est tout ce que j'ai. Et après, je me suis réveillée à l'hôpital de La Roche. C'est là, oui, que Elisabeth, en fait, était à côté de moi. J'entendais Elisabeth, en fait, raconter comment elle avait perdu son petit-fils et son mari. Et je pleurais avec elle. J'ai été opérée une fois dans l'après-midi. Il a fait vraiment ce qu'il fallait faire pour pas que je perde mon épaule, en fait, et mon bras. Et puis, on n'a peut-être pas de nouvelles de mon mari. Et donc, l'infirmier a dit, il faut que cette femme, elle ait des nouvelles de son mari. Et donc là, il a appelé et ils m'ont dit, il est avec vos enfants. On a échappé au pire. Hein. Des amis sont arrivés sur le parking, je ne sais pas comment on a fait pour les rencontrer. Ils étaient étonnés de nous voir pieds nus. Donc tout de suite, on a été chez eux. Et ensuite, on nous a trouvé une location. Quand on nous a prêté la location, c'est Anaïs, notre fille de 13 ans, qui nous a gérés. C'est elle qui nous disait, ben non, il faut faire ça. C'est elle qui nous disait... Les bols sont là pour le petit déjeuner. On se lève le premier matin, on était complètement effondrés. Elle dit, mais si, les bols sont là à 13 ans. C'est notre fille qui nous a gérés, c'est Anaïs qui nous a gérés au départ. Elle était plus, oui, même Charlotte était plus forte que nous, parce que nous, on était anéantis. Quand je suis sortie de Réa, j'étais retransférée sur Angers chez ma mère, puisque ma mère et ma sœur habitaient Angers. Et dès que ça allait un petit peu mieux, je suis partie avec mon beau-frère voir la maison. Et là, j'étais effarée. Tout était sans dessus-dessous, c'était épouvantable. La chambre, il n'y avait plus rien, j'avais un bureau, c'était une bibliothèque, on n'arrivait même plus à rentrer, tout était sans dessus-dessous. Quant à la cuisine, pratiquement il y avait que les meubles qui tenaient le coup, mais tout le reste avait disparu, il y en avait partout par terre, c'était effarant. Et puis on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas où c'est, tout est dévalisé, comme du vandalisme, c'était terrible. Et puis tout trempé dans l'eau. Je vois notre chambre, les draps trempés dans l'eau, enfin c'était vraiment effarant. Enfin, j'ai retrouvé mes papiers, mon permis de conduire et ma carte d'identité, parce que pour moi, j'étais SDF. J'avais plus de vêtements, j'avais plus rien, j'avais plus de maison, j'avais plus rien. Je crois que ce qui s'est passé, c'est que après ma sortie de l'hôpital, tant que je ne suis pas retournée dans ma maison, ça allait à peu près. Et puis arrivé dans ma maison, alors là, je suis anesthésiée, hein, voilà. Je suis plus rien, voilà. J'ai plus d'identité, je ne sais plus qui je suis, vous voyez, c'est compliqué.
J'avais toute ma famille, mes amis qui sont venus pour essayer de nous soutenir, de nous aider à surmonter cet événement. On avait souvent mangé chez eux, ils venaient nous voir chez nous. Mais ça a été dur de recréer un cocon à 3. Parce qu'on était une grosse famille. Il y avait tout le temps du bruit à la maison. Et là, c'était le silence, en fait. On était dans l'hébétement, quoi. On ne savait pas exactement ce qui s'est passé. Mes enfants sont censés m'enterrer. C'est pas moi qui est censé enterrer mes enfants. Prendre mon fils dans mes mains puis aller l'enterrer, c'était... Je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de vivre? Est-ce qu'il ne faut pas aller rejoindre les enfants? Ma mère, mon épouse, c'était une détresse. Le fait que je suis devant vous, c'est un effort énorme, un effort énorme. C'est comme si je vis le moment de ce drame là aujourd'hui, parce que là, je suis devant vous, mais devant mes yeux, là, j'ai les cris de mes enfants, j'ai la détresse. Ça revient, ça revient en boucle. Et heureusement, j'étais bien entouré par des psychiatres de Fontenay-le-Comte, de Niort. C'est des collègues qui m'ont aidé pour essayer de voir les choses autrement, quoi. Ouais, mon mari était décédé, il a fallu préparer l'enterrement. Entre-temps, le dimanche, on est passé à la mairie et j'avais demandé à être relogée tout de suite. Et le mercredi, quand je suis venue pour l'enterrement de mon mari, un employé municipal est venu me dire « on vous a trouvé un logement provisoire en attendant ». Donc, et le soir, je n'ai pas voulu, j'ai pas voulu retourner sur Angers, je suis restée sur place. Moi, tout le monde est parti, moi je suis restée dans mon logement toute seule. Ça a été dur, ce logement provisoire. C'était dur pour plusieurs raisons, c'est que je ne voyais pas ce que je faisais là. Et ce sont mon chien et mes chats qui m'ont retenu de faire des bêtises, hein, je le dis franchement. Parce qu'il n'y avait plus rien. Mes enfants sont repartis sur Paris, ma belle-fille elle n'est pas bien du tout. Donc ils sont repartis en urgence sur Paris pour essayer de retrouver un peu en dehors du pays quelque chose. Hein. L'enterrement du petit s'était fait à Angers, donc voilà. Donc je me suis retrouvée toute seule. On a tout perdu en fait à la tempête. Oui, on a tout perdu. Il y avait 1,60 m d'eau dans la maison et il n'y a eu plus rien. Plus rien. Il n'y a plus que les murs. Il n'y a plus que les murs et puis avec que de la boue. Et comment vous êtes reconstruite? Disons quoi. Je pense qu'on n'a pas eu de mal à se reconstruire puisqu'on n'avait perdu personne. Hein. On était tous les 6 vivants. Pour nous, en fait, c'était ça le principal. Le reste, c'est que matériel. Une semaine après, l'eau commençait à s'évacuer et j'ai un copain qui avait un Zodiac qui a pu nous emmener, parce que c'était quasiment inaccessible, hein, donc il fallait y aller par bateau. Donc il m'a emmené dans la maison. La première chose, c'est que j'ai vu à l'extérieur, j'ai vu les volets qui formaient une sorte de dôme. Et j'ai vu les baies et j'ai compris la pression qu'il y avait eu dans la maison. J'ai vu les murs fissurés. Et c'est là vraiment que j'ai ressenti justement la chance qu'on a eue de pouvoir s'en sortir. Quand je suis arrivé dans la maison, que j'ai vu ça, je me suis dit, oh, là franchement, on a échappé à la mort. Et puis après, je suis retourné dans la maison une fois qu'il n'y avait plus d'eau. Et c'est là que dans la maison que j'ai retrouvé mon chien, que j'ai enterré Milou. Moi, j'ai eu du mal, hein. Ça a été difficile de retourner dans la maison et de voir ce qu'elle était devenue quoi, après cette nuit d'horreur. On ne reconnaissait plus rien. Et après, ce qui a été difficile, c'est quand ils ont rasé les maisons aussi. Ça a été dur. Donc ça, j'ai pris sur moi aussi pour aller voir. Parce que c'était une partie de notre vie qui s'est effacée, quoi, qui est partie. Comme si qu'il n'y avait jamais eu de maison ici. Et... En fait, on n'avait pas conscience au départ que c'était pour nous si grave que ça. Mais c'est en témoignant au procès, c'est en écoutant les témoignages, en
qu'on a compris. Et puis, de toute façon, Que c'était un vrai traumatisme. on sentait bien qu'il y avait un truc qui clochait en nous. Oui, qu'on n'était pas bien, quoi. On n'était pas bien. Hein. On a l'impression qu'il y a une partie de nous qui est restée là-bas, quand même. Hein. Tiens, regarde, des photos que j'ai retrouvées là d'il y a 15 ans à peu près. C'est impressionnant quand tu vois l'eau, la cour. C'est ça qui est arrivé quand on a ouvert la porte. Oui, bah oui. C'est ce qu'on a reçu, nous, dans la chambre. La boîte de chauffage. Il y en avait partout dans la maison, tout était rentré. C'était les filles, là, elles avaient 13 et 16 ans. Donc, au moment de Xinta, elles avaient cet âge-là. C'est vrai que le fait qu'on soit tous les 4, c'était une force. Hein. Parce que c'est pas le fait de perdre des choses. Hein. Ça, le matériel, on s'est rendu compte très vite que ça nous importait peu. Après, c'est important pour se reconstruire, c'est sûr. Mais le fait d'échapper à la mort, c'est... Le traumatisme en lui-même de cette nuit-là, quoi, voilà. qui reste. C'est toujours difficile pour les filles quand elles viennent aux commémorations. Donc après, on les laisse choisir. Elles viennent si elles ont envie. Au fil des mois, on a pris quand même quelques repères. Et on est resté 1 an dans cette maison. Et du coup, après, ça a été dur de partir pour venir dans notre nouvelle maison ici à La Tronche. On a mis beaucoup de temps, 3 mois de travaux pour arriver vraiment à s'approprier la maison. Mais on a mis des années, je pense que ça a mis 7 ans, comme le procès, pour se reconstruire matériellement, psychologiquement. Et les procès ont dû nous aider parce que au bout de 7 ans, on avait l'impression d'aller mieux, mais 7 ans quand même, quoi. Ma première vie s'est arrêtée en 2010, et là je suis dans ma deuxième vie, qui est une vie totalement différente. À une période, le ciel m'est tombé sur la tête, hein, parce qu'on devait... Et puis, il a fallu repartir. Moi, je dis que l'être humain est capable de beaucoup de choses. Un recul sur la vie qui n'est pas du tout le même que j'avais avant. Hein. Beaucoup de choses n'ont pas d'importance, c'est que je vais disparaître, mais ça ne m'affole pas. J'ai approché tellement la mort de près. Hein, j'ai vu tellement de choses. Bon, j'ai fait des comas, j'ai vu, je suis passée de l'autre côté, donc je ne vois pas les choses de la même façon. J'ai des amis, ça me suffit. Bonjour. Coucou Elisabeth, tu vas bien? Oui, et puis contente de te voir, tu vois. Allez, viens, on va rentrer un petit peu. Voilà. Bon, s'asseoir. Hop là. Voilà, donc tu as amené tes albums. J'ai enlevé mes albums. Ouais, tu as vu, en fait, on en a fait 2. D'accord. Ça, c'était de la tempête. Ah, on dirait que c'est après la guerre. Maman disait toujours ça. Ouais. Oui. La rue des Voiliers était là, en fait. Voilà, c'était sur la... D'accord. Voilà, donc il y avait une autre... Alors ça, c'était la maison des voisins. Donc on a nagé de là jusque là, en fait. Et là, tu vois, mon mari, il a dû décéder là, je pense. Ah ouais. Quand moi, je tournais le dos, il a dû décéder là, à ce moment-là. D'accord. Ce que je n'ai pas dit, c'est que j'étais la grand-mère au petit-fils, mais on oubliait mon mari. On parlait de la grand-mère et du petit-fils, on ne parlait pas du tout de mon mari. Il y a un moment, je ne sais plus à qui j'ai dit, mais je suis veuve, bon sang de bonsoir. C'est compliqué, hein. Avec mon mari, quand je l'ai perdu, on vivait depuis 39 ans ensemble. Voilà, on était mariés depuis 39 ans. Et ils ont été mariés à la faute. Comme j'étais pas bien, j'ai été suivie par un psychiatre. Hein. Voir à peu près 5-7 ans de médicaments jusqu'au jour où j'en ai eu marre. J'ai arrêté, hein, avec l'accord du psychiatre, j'ai arrêté les médicaments. Parce que j'en avais marre d'être un petit peu, vous savez, dans le brouillard. Hein. Je ne me sentais pas moi-même. Et il a fallu, oui, bien 10 ans pour réaliser ce qui s'était passé. Là, je suis à mi-temps après quand même plusieurs années d'arrêt maladie. J'ai un travail où je soigne les gens, je sauve des vies. J'essaye de m'accrocher à cette idée-là que le travail, ça va me permettre de peut-être d'oublier, peut-être pas oublier complètement, mais de se projeter vers l'avenir, dire voilà, c'est comme ça, la vie n'a pas été juste, elle nous a ôté des êtres chers, mais voilà, il faut continuer à vivre. Mon père, pour moi, c'est mon père, mais c'est mon meilleur ami, c'est la personne que j'aime le plus au monde. En fait, pour moi, c'est mon père et ma mère.
Je me suis battu par ma fille aussi, elle avait 8 ans, il fallait que j'élève, il fallait que je lui offre au moins un avenir pour qu'elle puisse avoir un métier, pour avoir une vie, j'espère, plus facile que la mienne, quoi. Les gens vraiment natifs de la Foutre-sur-Mer n'auraient jamais acheté où on achetait. Parce qu'à l'époque, avant les lotissements, il y avait des vaches avec de l'eau voilà, jusqu'aux pattes. Enfin, pour eux, c'était des marais, pas des terrains constructibles pour mettre des maisons. Parce qu'à partir du moment où on vous délivre des permis de construire, qu'on vous laisse construire votre maison, habiter dedans avec vos enfants, il n'y a pas de danger, quoi. On n'a pas été alertés tout de suite. Hein. Les gens nous ont surtout dit qu'ils n'auraient jamais acheté dans la cuvette une fois qu'il y a eu Xynthia. Mais il faut bien penser que ce sont les gens du coin, les locaux, qui ont vendu les terrains. Donc on se sentait en sécurité. On n'aurait jamais mis la vie de nos filles en danger si on avait eu le moindre doute, ça c'est sûr. On nous a souvent reproché d'avoir été naïfs, mais il y a à cette époque beaucoup de choses qui étaient déjà cachées. Et on était absolument au courant de rien. J'ai fait confiance à l'agent immobilier qui a vendu la maison et pour le constructeur, je lui ai dit, moi j'aimerais bien avoir une maison à étage pour avoir un petit peu accès à une vue. Et effectivement, le constructeur, il a refusé. Il m'a dit non, il faut que ce soit un lotissement uniforme, il faut que ce soit presque les mêmes maisons. Même si j'ai du respect pour la justice, hein, la justice n'a pas puni les gens responsables à la hauteur de cet événement, quoi. Que l'appât du gain ne soit pas plus fort que la vie humaine. Ça restera au fond de moi, cette injustice, deuxième injustice. Alors maintenant, à la place de nos maisons, ils ont construit un golf. Chaque arbre symbolise une personne décédée. C'est que c'est joli, mais à aucun moment on pense qu'il y a pu y avoir un tel drame à cet endroit. C'est ce qui fait peur d'ailleurs, parce que je pense qu'il aurait fallu garder peut-être une maison témoin pour se souvenir de ce qui s'est passé. On se bat pour le devoir de mémoire. Moi, je trouve que c'est extrêmement important, ne serait-ce qu'au niveau des jeunes générations. Hein, c'est que les gens dans le pays savent ce qui s'est passé, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas su ce que c'était, qui n'ont pas su l'impact puisqu'ils sont arrivés après, ou ils ont oublié, ils ont voulu oublier. Alors, la sculpture représente la vague. On s'est battu pour avoir ce mémorial, ça a été compliqué. C'était un vrai combat pour avoir ce mémorial, parce qu'au départ, c'était pas gagné avec la municipalité. Ils voulaient un peu gommer tout ce qui s'est passé assez rapidement, parce que c'est quand même une station touristique. Moi, je trouve qu'il faut garder ce devoir de mémoire et que plus jamais ça recommence. Et ne pas oublier que ça peut venir un jour ou pas. Que la mer avance et qu'il faut quelque part ne pas construire n'importe où. Maman, elle était médecin, je voulais faire comme elle. Du coup, en terminale, j'ai fait une prépa médecine et je suis tombée amoureuse de la médecine en fait. Je suis tombée amoureuse de la médecine et le fait que ma mère était médecin, ça m'a encore plus confirmé que je devais l'être. Et aussi, autour de moi, on me l'a beaucoup dit. Nadia, c'est le portrait craché de Nora physiquement. Donc j'espère pouvoir devenir médecin et pouvoir sauver des vies à mon tour.